dire. Pourquoi le dire? Vous savez, on peut très bien travailler sur une théorie, disons, condamnée, ben, on s'abstient de dire sur quoi on travaille. On parle d'autre chose. On avance, concrètement on avance, mais en théorie, on reste en retrait. D'abord pour ne pas déclencher contre soi une levée de bouclier, pour ne pas mécontenter la hiérarchie scientifique, parce que le monde scientifique est tout de même très hiérarchisé, on oublie souvent de le dire. Les chercheurs indépendants qui existent se battent tout seuls, privés de moyens et en ayant tout contre eux. Et quant aux chercheurs qui sont dans les grandes structures, ils ne sont pas indépendants et ils n'ont pas intérêt à trouver des choses qui déplaisent. Alors quand ils les trouvent, ils les cachent. On pourra le voir d'ailleurs avec d'autres personnages de ce genre. Les gens qui ont travaillé pendant des années dans un organisme officiel, tout allait très bien, et puis tant qu'ils sont restés discrets sur leurs propres travaux, le jour où ils ont voulu avancer quelque chose qui bousculait les dogmes, on les achetait. Antoine Prioret, 1912-1983. Nous avons un inventeur qui construit une machine à rayonnement électrique et électromagnétique capable de guérir les tumeurs cancéreuses, qui le prouve, avec le concours de médecins, de scientifiques, etc. Et non, ça ne sort pas. C'est resté dans les limbes. Et on n'y croit pas. Quand on prend connaissance de cette affaire, on est saisi. On dit, ça n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. La preuve, c'est même arrivé. Et ça mérite donc de faire un retour en arrière sur cette destinée extraordinaire et tragique, en fin de compte, de Prioret. Antoine Prioret est donc né à Trieste en 1912, il est citoyen italien, il est resté d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, quoique français de cœur sur bien des points. Antoine Prioret fait des études d'électronicien à Bologne, et au début de la guerre, il est incorporé dans l'armée italienne comme officier marinier, et plus spécialement chargé évidemment de ce qui est dans son domaine de l'électricité et de l'électronique. Il est envoyé à un moment en Albanie par les forces italiennes, par l'armée italienne, pour remettre en action une centrale électrique qui est tombée en quenouille et qui doit essayer de refaire fonctionner. Et alors, il fait une constatation surprenante qui là aussi est le déclic de ce qui va suivre. Il constate que des oranges qui sont restées pendant plusieurs semaines soumises, par accident en l'occurrence, à un champ électromagnétique, sont restées impeccables, sans moisissure et parfaitement consommables. A priori, il se dit, mais c'est formidable. Il y a quelque chose là qui doit permettre la conservation des fruits et légumes. Et, comme n'importe qui, je pense, ferait à sa place, il imagine aussitôt les développements après la guerre qui pourraient permettre de lancer quelque chose dans ce domaine. Bon. Peu de temps après, l'Italie change de camp, si on peut dire, et les Italiens qui se trouvaient, car il avait été, j'ai oublié de le préciser, détachés auprès de l'armée allemande, Prioret, d'alliés des Allemands, devient leur prisonnier. Et se trouve, quelque temps après, muté à la base militaire de Bordeaux, à la base allemande des sous-marins militaires de Bordeaux, et il est très inquiet sur son sort, pas du tout à l'aise évidemment, et se demande ce qui va se passer quand ça va être la catastrophe finale pour les Allemands, qu'est-ce qui va advenir de lui. Il s'aperçoit que des Français, les policiers français viennent très souvent à la base, bon, pour des examens, des quelconques, des enquêtes, enfin il ne sait pas. Et un jour, il aborde celui qui semble être le chef de ces policiers, dans un français très approximatif, et il explique sa situation et ses craintes. Et
la chance qu'il a, c'est que ce policier français est un des chefs de la résistance. Et que sous prétexte de venir faire les examens de police dans la base allemande, il vient en réalité repérer les points névralgiques pour les signaler à l'aviation anglaise. Et la première idée de ce policier, c'est tout simplement de faire évader Prieuré. Ce qu'il fait. Par la suite, Prieuré est perdu de reconnaissance, entre dans les maquis français, où il se conduira très glorieusement jusqu'à la fin de la guerre. Et il va bien entendu, dans cette situation, nouer des amitiés avec les résistants français. Et quand tout est terminé, il s'installe à Bordeaux, où il ouvre un petit magasin d'électricité, et il se souvient de ses oranges. Son idée, naturellement, c'est de trouver le moyen, grâce à l'électricité, à l'électromagnétisme, de trouver un moyen de conservation des fruits et légumes. C'est toujours son idée. Alors, il demande à M. Francis Berlureau, qui est à l'époque directeur des abattoirs de Bordeaux, la permission de venir faire des essais, de venir dans ces abattoirs, faire des tests sur les animaux, les carcasses, etc. Berlureau demande tout de même l'autorisation au maire Chaban-Delmas, qui connaît Prieuré, bien entendu, par la résistance, et qui dit, mais feu vert, allez-y, mettez-vous à la disposition de Prieuré, et faites tout ce qu'il vous demande. Et Prieuré, alors, commence une expérience sur les lentilles. Il a construit une machine, alors on peut dire empiriquement, enfin à partir des connaissances qu'il a, mais c'est pas du tout ce que ça peut donner, mais il se souvient de l'histoire des oranges, il construit une machine qui émet un rayonnement électrique et un rayonnement électromagnétique, enfin un champ plus exactement électromagnétique, et il fait une expérience sur des graines de lentilles. Il prend 2 lots de graines de lentilles, un lot qui va servir de témoin, et un autre qui soumet au rayonnement de sa machine. Ensuite, le semis est réalisé, et au bout de 2 semaines, on constate que le groupe témoin, les lentilles témoins qui n'ont subi aucun rayonnement ont poussé de 5 cm, et celles qui ont reçu le rayonnement de la machine Prieuré font près de 15 cm. Alors, déjà, premier constat, le rayonnement de la machine augmente la vitalité des plantes et favorise leur croissance. Ce qui est déjà, évidemment, capital. Berlureau, qui bien entendu s'intéresse aux travaux de Prieuré, à ses expériences, lui dit, mais vous devriez essayer quelque chose sur le plan animal. Et il lui demande alors, Prieuré a un galvanomètre, il lui demande de voir un petit peu ce qui se passe avec un bœuf qui est atteint, un taureau qui est atteint d'un cancer testiculaire. Alors il faut savoir qu'un tissu vivant donne une réponse électrique à un galvanomètre, un tissu mort, aucune. Et les tissus cancéreux ne donnent pas de réponse. Mais Prieuré s'aperçoit d'une chose, et alors là ça va être le grand eureka, il s'aperçoit que le rayonnement de sa machine, car évidemment il soumet les tissus à l'expérience, augmente la réponse électrique des tissus. Et alors aussitôt, il dit ça y est, moi je vais guérir le cancer avec ma machine. Bon, naturellement j'abrège, je schématise à l'extrême, mais bon, c'est le raccourci qui explique que Prieuré, à partir de ce moment-là, dit moi je vais faire une machine qui va guérir les tumeurs cancéreuses. Alors, expérience suivante, alors là sur une chatte cancéreuse, toujours avec l'aide de Berlureau. Ils ont une chatte qui a 2 tumeurs cancéreuses. Berlureau opère, qui est donc médecin vétérinaire, opère l'animal parce qu'il a une des tumeurs qui gêne l'animal manifestement de façon, disons, mécanique. Et Prieuré soumet la tumeur restante au rayonnement de sa machine. Berlureau a envoyé des tissus de la tumeur extraite à un professeur, le professeur Drieux, qui l'analyse et qui constate effectivement que ce sont des cellules cancéreuses. Et quelque temps plus tard, sans préciser qu'il s'agit du même animal, il envoie des tissus de la seconde tumeur qui ont reçu le rayonnement de la machine Prieuré. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de tumeur cancéreuse. Et là, c'est la première preuve
sur un animal. Alors, Prieuré, naturellement, exulte, et entre-temps, tous les gens, parce qu'il faut dire que quand Prieuré a construit sa machine, il a eu besoin évidemment de toutes sortes de choses, de matériel, il n'a pas d'argent. Il travaille, il fait même le soir le projectionniste dans un cinéma pour gagner un peu plus, car il a besoin d'argent. Mais il reçoit aussi beaucoup d'aide de ses anciens camarades de la résistance, dont beaucoup d'ailleurs ont des postes importants, et qui l'aident de toutes les manières possibles en cette époque de restrictions dans de nombreux domaines, pour qu'il ait tout le matériel. Et par conséquent, naturellement, tout ce qu'il fait pique la curiosité de tous ces gens qui sont auprès de lui, et il se répand une rumeur. Ah, vous savez, bon, l'ami Prieuré, bon, il est en train de faire un truc formidable. Bon. Et ce qui devait arriva, c'est que des patients qui entendent ça commencent à se dire, mais il y a peut-être là quelque chose qui va nous aider. Et on arrive alors au cas d'un monsieur Gaston R, dont le médecin diagnostique une tumeur du larynx, qui d'ailleurs prend tout de suite, dès que le diagnostic est certain et que c'est confirmé, prend rendez-vous pour son patient pour une opération dans les jours qui suivent, mais le patient n'est pas d'accord parce que c'est une opération mutilante, et il consulte un autre médecin qui a entendu parler de ce que fait Prieuré et qui lui dit: allez donc, faites d'abord un essai avec la machine de Prieuré. Et le Gaston R en question soumet cette tumeur à la machine Prieuré. 2 mois plus tard, on fait les analyses. Il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de cancer. Alors à partir de là, Prieuré, qui est, j'allais dire naïf, mais enfin il n'est pas plus naïf que n'importe qui, c'est un homme de bon sens, et comme vous et moi, il se dit, bon ben ça y est, on le sait, ça y est, allons-y, il y a des tas de gens qui souffrent, il y en a qui meurent, n'attendons pas plus longtemps. Et bien sûr, il comprend que lui disent naturellement ses amis, il faut tout de même que ce soit reconnu par la communauté scientifique. Bon, oui, mais ça, pour lui, c'est une formalité. Ça n'a pas d'importance. Bon, ça peut officialiser les choses, ça peut favoriser certaines démarches, mais la machine est là, elle fonctionne, elle prouve qu'elle guérit. Guérissons. Ce sera les meilleures preuves. Bon, inutile de vous dire qu'il rêve, ça ne marche pas du tout comme ça. Et à partir de là, alors là c'est quelque chose d'incroyable, ça va durer des années d'expérience, de contre-expérience, de contestation, de communication à l'Académie de médecine. Et on n'en sort pas, et ça n'avance pas. Alors, Prieuré, lui, se dit, bon, tous ces savants, ils font ce qu'ils voudront, moi, je soigne. Et il soigne. Par la rumeur, des gens viennent le voir, et il soigne des gens, et il les guérit. Et pour lui, finalement, c'est le principal. Le reste, ça fera ce que ça voudra. Alors, naturellement, il voudrait, en outre, que l'on construise des machines Prieuré. Il voit déjà un retentissement mondial. Il faut dire d'ailleurs qu'en effet, beaucoup de gens de l'étranger vont s'intéresser à cette machine Prieuré. Le journaliste Jean-Michel Graille du journal Sud-Ouest va faire de grands articles là-dessus. Des journaux britanniques également. Il va y avoir bientôt une notoriété de cette machine Prieuré. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas été attaqué par l'ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine. Pourquoi pas? Moi, je ne vois qu'une explication, c'est que, étant donné que c'est une machine, c'est pas un magnétiseur ou quelqu'un qui vend des tisanes, c'est une machine dont les effets sont immédiatement constatables. L'attaquer, c'est d'une certaine manière reconnaître qu'il obtient des résultats, et c'est même en apporter, à contrario, le procès lui-même pourrait apporter la preuve qu'il manque a priori, enfin, ou du moins la reconnaissance officielle. Moi, j'en vois cette explication, c'est-à-dire qu'on ne dit rien, de nombreux médecins envoient leurs malades a priori, et ça reste semi-clandestin. Et pendant ce temps-là, toujours des communications. Alors, des scientifiques de l'université de Bordeaux, notamment Robert Courrier, le professeur Potrizel, s'intéressent à l'affaire, la soutiennent,
Chaban-Delmas continue de la soutenir, il dit mais enfin il faut faire quelque chose avec ça. Chaban-Delmas convoque une commission de scientifiques, cette commission refuse de prendre en considération les résultats de la machine Prioret, on se demande pourquoi. Chaban-Delmas s'obstine, de nouveau demande une réunion de la commission à laquelle il fait venir un scientifique de l'Institut du Radium de Paris, et de nouveau la commission refuse de reconnaître les effets de la machine Prioret. Et puis on n'en sortirait pas, c'est sans arrêt comme ça, on envoie des communications à l'Académie de médecine, il va y avoir, alors déjà, on vient tout de même voir, examiner, refaire des expériences, enfin, ça n'arrête pas, à chaque fois on obtient des résultats, notamment sur des rats auxquels on a greffé des tumeurs cancéreuses et qui sont guéris par la machine Prioret sans le moindre doute possible. Et non seulement ils sont guéris, mais il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de, c'est pas une rémission, ce sont des guérisons complètes. Et on arrive à l'année 1965, faut pas oublier que Prioret a construit sa machine en 50. On arrive en 1965, il y a tout de même là une communication à l'Académie de médecine très importante qui est faite par un professeur de l'université de Bordeaux. Et il y a une explosion, on peut dire, enfin verbale. Le professeur Lacassagne, qui est une sommité et qui dirige l'Institut du Radium de Paris, après la communication qui lui est faite par le professeur Courrier, je crois, explose, se lève, dit c'est un scandale, il est complètement incrédule, et, enfin il nie absolument. Et là, il y a quelque chose qui est surprenant, parce que qu'on soit incrédule devant une hypothèse, devant une théorie, bon, d'accord, on a toujours le droit d'être incrédule. Mais là, c'est pas une théorie, on apporte des preuves qui ont été établies. Alors, Lacassagne dit, oui, mais ce sont des greffes. Ce sont des rats qui ont été greffés. Donc, bon, mais, pardon, il y a des animaux auxquels, effectivement, bon, ce ne sont pas des tumeurs spontanées, on a greffé ces tumeurs, mais ceux qui ont été soumis à la machine Prioret sont guéris, les autres sont morts. Donc, on ne peut tout de même pas dire qu'il n'y a pas de différence. Enfin, bon. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de ces étranges machines qui auraient permis la guérison d'une multitude de maladies. Mais comme nous le savons, le corps médical et surtout le lobbying des laboratoires pharmaceutiques en freineront l'utilisation. Car le développement de telles technologies mettrait un terme au corps de métier de la médecine, ce qui serait inconcevable pour l'ordre des médecins des différents pays. Nous vivons à une époque où l'institution médicale de la planète préfère soigner ses patients par l'utilisation de thérapies médicamenteuses, qui permet à l'industrie pharmaceutique de gagner des milliards en nous inondant avec tous ces traitements à base d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et bien d'autres médicaments. Les intérêts financiers engagés par cette industrie pharmaceutique sont devenus tellement importants qu'ils ont fini par compromettre l'avènement d'une nouvelle médecine dite parallèle, pour ne pas dire avant-gardiste. Bon, là, vous venez d'entendre encore un petit extrait de Pierre Lance, qui nous parle de ces chercheurs, de ces savants maudits, ces chercheurs exclus. Pierre Lance qui a écrit ce livre, dont le titre est bien Savants maudits et chercheurs exclus. Dans ce petit passage, il nous parle de la machine d'Antoine Prioret. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous parler d'Antoine Prioret, de Georges Lakhovsky et de Albert Abrams, qui ont conçu les trois des machines qui fonctionneraient sur le même principe, bien qu'il y a des différences technologiques entre ces trois machines. Donc, comme je viens de le dire, les intérêts financiers engagés par cette industrie pharmaceutique sont devenus tellement importants qu'ils ont fini par compromettre l'avènement de cette nouvelle médecine, je dirais, électronique. Parce que les médecins préfèrent ils préfèrent nous maintenir dans le monde actuel avec leur médecine à base d'antibiotiques, plutôt que de commencer à évoquer les nouvelles technologies, surtout une nouvelle médecine qui serait à base de rayonnement électromagnétique, de magnétisme, de laser et tout ça.
Une grande majorité de chercheurs qui avaient réussi à découvrir des remèdes miracles contre beaucoup de maladies avaient été écartés par le cartel de l'ordre des médecins et celui de l'industrie pharmaceutique. Dans son livre Savant maudit, chercheurs exclus, Pierre Lance nous parle de beaucoup de ces chercheurs autodidactes dont les recherches et découvertes avaient été censurées par la médecine officielle. Et la liste est assez longue. Nous avions Beljanski avec sa découverte sur la transcriptase inversée. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, en effet, je dirais que Beljanski avait démontré que, contrairement à ce qu'affirmait Jacques Monod, l'information génétique pouvait remonter de l'ARN vers l'ADN, notamment grâce à une enzyme, la transcriptase inverse. Beljanski découvre cette enzyme en 1972, mais c'est le chercheur américain Howard Temin qui obtiendra le prix Nobel en 1975 pour cette même découverte chez les virus. Parce qu'en France, on est tellement sous l'emprise de la censure officielle que les chercheurs ne peuvent même pas divulguer le résultat de leurs recherches. Alors que dans d'autres pays, c'est carrément, ils obtiennent des prix Nobel pour des découvertes qui avaient été faites à l'origine en France. C'est aberrant, mais bon. Ensuite, après l'affaire Beljanski, je ne veux pas revenir sur Beljanski, j'en ferai une petite vidéo plus tard. Ensuite, nous avions Loïc Loribo, lui qui avait mis au point un traitement assez efficace contre certaines maladies qu'il avait appelées, je parle de son traitement, le silicium organique. Loïc Loribo était en France l'un des premiers utilisateurs du microscope électronique à balayage. Et en 1970, il mettra au point une méthode permettant, grâce à cet appareil, de déterminer l'histoire géologique et la provenance des grains de sable. Même la police faisait appel à ses services pour ses enquêtes. Parce que grâce au microscope, il pouvait voir ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Et ensuite, il transmettait les rapports aux forces de police qui faisaient des recherches. C'est un peu l'ancêtre des experts, vous savez, la fameuse série américaine qui est diffusée régulièrement sur nos chaînes de télé. Ces experts qui ont une technologie qui leur permet de découvrir le moindre indice. C'est un peu Colombo, mais version moderne. Dans deux articles publiés en 1972 à l'Académie des sciences, Loïc Loribo va démontrer que certains cristaux de quartz portaient à leur surface une petite pellicule de silice. Silice qui veut dire un peu sable, cristaux, qui serait soluble dans l'eau. Après étude de plusieurs milliers d'échantillons, il prouvera la présence fréquente de micro-organismes tels que des bactéries et des diatomées à la surface de ces grains de sable. Et plus tard, il va démontrer que l'amorphisation superficielle des quartz était due à l'action conjuguée de ces micro-organismes par l'intermédiaire des acides organiques qu'ils sécrètent. Et afin d'étudier plus précisément le rôle de ces micro-organismes dans le cycle biologique et géologique du silicium, Loïc Loribo va mettre au point en 1975 un procédé permettant de récolter les dépôts de silice dus à leur action. Il sera démontré alors que les solutions ainsi obtenues contenaient un pourcentage assez important d'organosiliciés. Et c'est au cours de ces expériences qu'il va découvrir par hasard l'efficacité thérapeutique de ces organismes siliciés. À l'époque, en effet, Loïc Loribo souffrait depuis 10 ans d'un psoriasis considéré comme incurable et qui affectait ses deux mains. Amené à extraire des sables une solution très riche en silicium organique pour l'étudier au microscope électronique, il était obligé de malaxer celle-ci avec sa main droite. Et 2 jours plus tard, il va constater avec surprise que le psoriasis avait totalement disparu sur celle-ci, alors qu'il affectait toujours sa main gauche. Intrigué, Loïc Loribo, cherchant un lien de cause à effet, va tremper aussitôt sa main gauche dans une solution pratiquement identique, avec l'obtention d'un résultat qui était aussi spectaculaire. Et dès cette époque, Loïc Loribo commence donc à s'intéresser au rôle du silicium organique dans le traitement des affections cutanées. Et en collaboration avec des amis médecins, il effectuera avec succès plusieurs centaines de tests jusqu'en 1982. Avec surprise, les médecins constateront rapidement que les patients traités pour des affections cutanées se déclaraient soulagés de leurs douleurs articulaires, ressentaient un mieux-être général, et que pour ceux qui étaient atteints d'affections virales, les résultats des analyses de sang prouvaient une guérison parfois assez spectaculaire. Ce qui veut dire que le silicium organique semblait guérir une multitude d'affections.
D'ailleurs, je dirais, certaines populations d'Afrique du Nord savaient depuis des siècles que dans certains endroits très très précis, des malades enfouis dans le sable se trouvaient rapidement guéris de leurs douleurs, notamment rhumatismales. Bah là, ces populations d'Afrique du Nord ne connaissaient pas les travaux de Loïc Loribo, mais ils savaient que certains grains de sable avaient comment dire, des vertus thérapeutiques. Sauf que Loïc Loribo, lui, l'a prouvé scientifiquement. Bah, Loïc Loribo allait ultérieurement constater par étude que ces endroits bien précis contenaient en fait des sables très très riches en silicium organique. Eh bah oui. Bah, le problème, c'est que les travaux de tous ces chercheurs seront finalement censurés par notre chère médecine dite officielle. Médecine qui préfère continuer les traitements à base d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, et voilà, et j'en passe. Tout cela pour permettre à l'industrie pharmaceutique de brasser des milliards grâce à leur puissant laboratoire. Bah, certains de ces chercheurs seront même arrêtés par les autorités pour exercice illégal de la médecine. C'est ce qui va arriver à Loïc Loribo. Et oui, il va être, j'allais dire persécuté, il va être surtout réprimé par les autorités françaises. Bah, Pierre Lance avait écrit un excellent livre où il nous parle de tous ces chercheurs. Bon, comme je l'ai dit, le titre c'est Savant maudit et chercheurs exclus. Mais bon, revenons un peu à la thématique de ma vidéo qui concerne certaines machines. Pendant que certains chercheurs travaillaient sur des thérapies à base de plantes comme Beljanski ou à base de sable de silicium organique, comme Loïc Loribo, d'autres essayaient de chercher un autre moyen pour soigner, par l'utilisation d'étranges appareils qui avaient un point commun, l'emploi de champs électromagnétiques pulsés. Certaines ondes électromagnétiques avaient un grand pouvoir thérapeutique, et la maîtrise de ces forces naturelles qui nous entourent aurait entre autres permis très tôt aux chercheurs d'obtenir des résultats sur certaines pathologies dégénératives et rhumatismales. Bah, les ondes électromagnétiques auraient un puissant effet antalgique et assureraient une régénération vitale des corps dits malades. Et dès les premiers temps de la maîtrise de l'électricité et de l'électromagnétisme, certains chercheurs, avec à leur tête Arsène Darsonovan, membre de l'Académie de médecine en 1888, et de l'Académie des sciences, se pencheront sur les vertus thérapeutiques de l'énergie électromagnétique présente dans la nature. Les premiers essais thérapeutiques probants de magnétothérapie seront en fait menés par Georges Lakhovsky dans les années 20, et cela, il fera ses expériences dans la salle de conférence de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec un dispositif assez rudimentaire consistant en une spirale couverte de cuivre placée autour d'un géranium, préalablement contaminé par un virus cancérigène. Ce fameux Georges Lakhovsky obtiendra la nécrose complète de la tumeur en un mois. Il a survécu de la plante alors que les autres plantes témoins n'avaient pas survécu, puisqu'elles n'avaient pas été sous l'influence de cet appareillage. Bah, c'est un peu ce que vous voyez, l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakhovsky, c'est les deux spirales là, qui génèrent des ondes électromagnétiques, le corps qui au milieu réceptionne ces ondes. Les premiers essais thérapeutiques probants les essais botaniques vont se poursuivre avec succès et les résultats permettront aux chercheurs de construire une théorie qu'il vérifiera par la suite avec un appareillage beaucoup plus sophistiqué. Qu'il avait appelé l'oscillateur multi-ondes. Celui-ci était capable d'émettre des longueurs d'onde multiples et de traiter des pathologies humaines. Par ailleurs, précisons que la plante avait eu une croissance assez incroyable et inhabituelle pour son espèce. Je parle du géranium qui était sous le rayonnement de l'oscillateur multi-ondes. Ce scientifique d'origine russe, Georges Lakhovsky, partait de l'hypothèse, lui, que chaque cellule avait sa propre fréquence de résonance. Si un organe ou une partie du corps était atteint, affecté ou malade, la résonance des cellules en question baissait. Lui, son idée consistait à construire un appareillage pour générer un champ de fréquence dans un spectre assez large. Et en plaçant la personne malade ou les parties du corps atteintes dans ce spectre de fréquence,
Eh ben, les cellules atteintes reconnaîtraient leur propre fréquence et résonneraient dans leur propre fréquence de résonance. Et logiquement, la maladie disparaîtra. Bah, on parle ici de régénération du corps, hein, ce qui va plus loin que la guérison. La régénération, c'est le remplacement des cellules détruites ou perdues par des cellules semblables. Bah, cette régénération se fait de façon parfaitement naturelle, puisque nos cellules se composent de fréquences de résonance vibratoires. Ils sont en fait régénérés car remises dans la bonne fréquence. Bah, selon les travaux de Lakowski, toute cellule vivante constituée essentiellement par un noyau chargé positivement et qui baignerait dans une masse de protoplasma chargée négativement, comporterait en fait les éléments d'un circuit oscillant de très petite longueur d'onde. Lui, il voyait nos cellules comme des sortes de petits appareils électriques. Et en effet, le noyau qui comporte des filaments ou chromosomes formés d'un tube en matière isolante rempli d'un liquide salé conducteur était assimilable à un circuit ouvert susceptible d'osciller à de très hautes fréquences surtout. Et cette oscillation cellulaire était typique de l'activité vitale. Bah, elle était caractérisée pour chaque cellule, chaque type de cellule, osseuse, nerveuse, musculaire, par une fréquence et une intensité qui lui étaient propres. Ainsi, une cellule normale est en équilibre oscillatoire, étant logiquement à conserver cet équilibre. Alors qu'une cellule malade, elle est complètement déséquilibrée, elle est en déséquilibre oscillatoire, sous l'effet de certaines forces parasitaires, comme les virus et les bactéries. Bah, donc, pour Jean Lakowski, une conclusion s'imposait. L'art de maintenir la santé était alors celui de conserver l'équilibre oscillatoire de la cellule. Puisque la maladie se manifestait lorsque cet équilibre oscillatoire de la cellule était complètement déréglé. Bah, pour Lakowski, guérir, c'est en fait rétablir l'équilibre oscillatoire des cellules qui avaient disparu suite à la maladie. Puisque lorsque les parasites et les virus touchaient ces cellules, elles déréglaient complètement l'équilibre oscillatoire de la cellule, ce qui logiquement la détruisait. Et le but de Lakowski, c'était de, comment dire, régénérer cette cellule en lui permettant de retrouver son équilibre. Et ainsi se débarrasser du virus. Oui, pour Lakowski, la maladie, c'est un problème d'oscillation à l'intérieur des cellules. Georges Lakowski écrira entre autres dans son livre L'oscillation cellulaire en 1931. De même qu'en lançant à la main le balancier d'une pendule arrêtée, on remet cette pendule en mouvement, de même en utilisant les ondes produites par les champs électromagnétiques pulsés. On communique par induction aux cellules malades l'impulsion nécessaire pour établir leur équilibre oscillatoire et donc leur bon fonctionnement. Donc là, comme il vient de le dire, l'oscillateur multi-ondes communique en fait par induction aux cellules malades une sorte d'impulsion électromagnétique ou radioélectrique qui est nécessaire pour établir l'équilibre oscillatoire de la cellule malade. Et ainsi, lorsqu'elle retrouve son équilibre oscillatoire, la cellule malade redevient saine. Ben oui. Ben, une grande partie du travail de Lakowski sera réalisée entre les années 20 et les années 30. Plusieurs de ces machines auraient fonctionné dans différents pays tels que la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Et avant de disparaître progressivement, car elles donnaient des résultats beaucoup trop rapides, ce qui n'était pas rentable pour les hôpitaux et surtout pour l'industrie pharmaceutique. Bah, c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui mettra un terme aux recherches de Lakowski. Lors d'une visite aux États-Unis, par exemple, il sera renversé par une étrange grande voiture noire. Et malgré ses protestations, il sera ramené à l'hôpital où, étrangement, il va mourir dans des circonstances étranges. Pour être plus précis, on a l'impression qu'on l'a aidé à mourir. Oui, voilà, parce que sa technologie était en avance sur son époque et elle menaçait l'intérêt de l'ordre des médecins et surtout celui de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, qui commençait à prendre de l'ampleur à cette époque. Bah, la technologie qui avait été mise au point par Georges Lakowski sera redécouverte en fait par un certain Antoine Prioret quelques années plus tard. Bon, Antoine Prioret, vous venez d'entendre un bref résumé que je vais vous redire. Antoine Prioret était né, oui, voilà, vous redire les quelques passages de sa vie.
Il était né en 1912 à Trieste en Italie, hein, donc c'était un Italien. À l'époque, il était affecté à la station radar de la marine italienne. Et lorsqu'il fut envoyé en Yougoslavie, Antoine Prioret va remarquer que pour réparer une centrale électrique, il avait remarqué que les oranges qui se trouvaient tout autour de cette installation ne pourrissaient pas lorsqu'elles étaient exposées, hein, au champ électromagnétique de la dite station. Lorsqu'il va quitter l'Italie pour s'installer en France, et avec un simple diplôme de radioélectricien en poche, il essaiera dans une petite chambre louée dans la région de Bordeaux de reproduire expérimentalement, avec du matériel de récupération, l'effet de ce champ magnétique sur les oranges. Et plusieurs échecs et quelques réussites lui permettront finalement de progresser, de passer de la conservation de fruits et de légumes, hein, à celle de morceaux de viande. Bah, il en conclura dans les années 50. Bah, j'ai oublié de dire concernant, je reviens un peu en arrière, je vous fais montrer le titre d'un livre qui nous parle de l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakhovsky, hein. Le titre c'est La vie et les ondes, hein, l'œuvre de Georges Lakhovsky, hein. Bah, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, probablement que vous pouvez le trouver à Paris chez les bouquinistes ou à la rigueur vous pouvez le faire commander parce que je ne pense pas qu'il soit édité ce livre actuellement, hein. Mais bon, vous pouvez trouver des nouvelles versions, mais bon, dès l'instant où vous allez trouver le titre de Georges Lakhovsky et La vie ou les ondes, hein, vous saurez que c'est de lui qu'on parle, hein, de son oscillateur multi-ondes, hein. Bon, revenons un peu à notre Antoine, a priori. Bon, comme je viens de le dire, plusieurs échecs et quelques réussites lui permettront finalement de progresser, hein. Et il va passer de la conservation de fruits et de légumes à celle de morceaux de viande. Il en conclura dans les années 50 que le rayonnement électromagnétique, dans certaines conditions, pouvait agir sur les micro-organismes responsables du pourrissement. Ce qui le poussera à expérimenter ses découvertes sur des tissus vivants, plantes, animaux et hommes. Parce que comme vous le savez, lorsque une orange pourrit, c'est que des bactéries se développent. Donc si elle ne pourrit pas, c'est que les ondes électromagnétiques détruisaient ce genre de bactéries. Et c'est en réfléchissant sur cela qu'il va commencer à travailler sur sa machine. Au cours des 30 années suivantes, a priori, affinera sa machine et modulera les champs électriques, hein. Grâce à elle, il obtiendra la guérison de tumeurs sur des animaux. Oui, parce qu'au début, il fera des essais sur des cobayes animaux, hein. Bah, à l'époque, ces travaux étaient suivis par le professeur R. Courrier, hein, président de l'Académie des sciences, hein, et le docteur Courtry, hein, président du Conseil de l'ordre des médecins de la région Aquitaine, et de nombreux autres médecins, chercheurs et chefs de service de cancérologie d'hôpitaux en public, hein, qui cautionnaient à cette époque, bien entendu, les résultats d'Antoine Prioret, hein. Bah, des soutiens arriveront aussi du secrétaire d'État à la recherche, hein, Joussot Dubien, et de Jacques Chaban-Delmas, hein, qui était Premier ministre, et du professeur André Wolf, prix Nobel de médecine de 1965, hein. Bah, des publications faites à l'Académie des sciences par des scientifiques de tout horizon feront état de guérison, de rémission de cancer ou de sclérose en plaques, hein, de plusieurs patients, dont certains avaient été adressés à Antoine Prioret par des cancérologues, hein, dont les traitements classiques avaient échoué. Bah, Antoine Prioret était le seul à connaître sa machine et surtout les réglages qu'il fallait faire pour obtenir une efficacité thérapeutique, hein. Mais comme l'inventeur avait toujours refusé de communiquer les détails techniques de sa machine et son fonctionnement général, hein, personne d'autre que lui n'était capable de la faire fonctionner correctement. Et lorsqu'il décédera en 1983, eh ben, personne n'était en mesure de poursuivre ses recherches, hein. Et de nombreux scientifiques et ingénieurs du CEA, Commission à l'énergie atomique, s'y attelleront, hein, à la demande de Jacques Chaban-Delmas, hein, Premier ministre de l'époque, hein. Mais bon, ne parviendront pas à reproduire les résultats d'Antoine Prioret. Bah, aujourd'hui, le travail combiné de plusieurs scientifiques, ingénieurs et techniciens, et surtout celle du docteur Bernard Murzeau, médecin et directeur du laboratoire Artec de Cestas en Gironde, aurait permis finalement de retrouver le principe de fonctionnement et d'utilisation de la machine de Prioret. Bah, elle fonctionnerait donc à nouveau, mais pour l'instant, sa taille et sa puissance ne permettraient pas d'effectuer des traitements sur des sujets humains.
Précision que la machine Prioret était à l'origine de nombreux cas de guérison de cancer, de maladies auto-immunes, de maladies dégénératives telles que la sclérose en plaques. Sans les efforts du laboratoire indépendant Artec et de nombreux médecins et chercheurs pour la ressusciter, cette machine, du moins son fonctionnement et ses procédés, aurait pu disparaître avec leur inventeur en 1983. Mais le drame dans cette histoire, c'est que depuis les années 60, comme le corps médical avait décidé de censurer cette technologie, la machine ne s'était pas développée, parce que là, comme vous voyez, on nous dit que la machine a une taille énorme, donc on ne peut pas s'en servir pour le traitement humain. Si la médecine officielle avait pris en compte dès les années 50 cette machine, je pense que là, sa dimension aurait été réduite et elle aurait permis de commencer à guérir beaucoup plus de monde. Mais comme je le dis depuis le début de la vidéo, le corps médical ne souhaite pas que ce genre de machine soit divulgué au grand public, parce que ça mettrait un terme au métier de médecin. Et surtout mettre un terme aux intérêts des laboratoires pharmaceutiques qui brassent des milliards avec les thérapies à base de médicaments, médicamenteuses, à base d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires. Les expériences menées par Prioret avaient montré que l'ensemble du vivant répondrait en fait à la stimulation qu'engendrerait des champs électriques pulsés. Selon le réglage de la puissance et des fréquences émises, un plan de bactéries, levures, tumeurs et tissus organiques en général seraient soit stimulés dans leur développement, soit freinés. Le corps élimine logiquement de lui-même les cellules cancéreuses porteuses d'antigènes anormaux, mais certaines de ces cellules échappent parfois à la destruction car les antigènes anormaux peuvent être, selon les spécialistes en cancérologie, dissimulés dans des replis de la membrane. Le champ électrique bénéfique de la machine de Prioret, en modifiant la charge électrique des protéines à la surface des membranes, va donc changer leur forme. Et cette modification du relief membranaire fera finalement apparaître alors les antigènes anormaux qui s'y dissimuleraient. Le champ de la machine de Prioret déplisserait la membrane et laisserait finalement apparaître les anomalies qui là seront reconnues par les lymphocytes et détruits. C'est ça qui fait l'efficacité de la machine de Prioret. Je terminerai cette vidéo. Là dans la vidéo vous voyez un peu, c'est ça l'appareil de Prioret, l'appareil qui émet les ondes électriques et électromagnétiques qui guérit les différentes maladies. Oui, c'est dommage que cet appareillage avait été censuré par la médecine parce que je pense que là, on aurait peut-être sauvé des milliers et des milliers de vies qui, à cause de cela, ont quitté ce monde. Oui, c'est dommage pour eux. Bon, là, je terminerai cette vidéo par les travaux d'Albert Abrams qui, lui, travaillera sur le rayonnement des maladies. Albert Abrams, c'est le précurseur de la radionuque. Bon, là, vous le voyez, c'est le monsieur qui est là. Donc, Albert Abrams, c'est le précurseur de la radionique. C'est l'un des fondateurs de la radionique, fils d'un grand propriétaire de San Francisco. Abrams décidera de se rendre à l'université de Heidelberg pour étudier les préceptes d'une science vibratoire qui portera plus tard le nom de radionique. Ici, il fera la rencontre d'un professeur de software qui un jour lui racontera le fait suivant. Alors qu'il s'occupait à planter des pousses d'oignons, il avait oublié quelques bulbes déracinés à côté d'un autre plant encore en terre, dans un carré voisin. Et 2 jours plus tard, les oignons plantés sur le côté du carré, jouxtant les bulbes déracinés, développèrent une pousse différente de celle qui se trouvait à l'extrémité opposée. C'était inexplicable pour lui. D'après Abrams, les racines des oignons émettaient en fait, et probablement, des radiations jusqu'alors inconnues. Et celles-ci affectaient par leur taux vibratoire les oignons restés dans le carré de pouce. Inspiré par cette expérience étrange, Abrams décidera de rentrer aux États-Unis pour y enseigner à l'université de Stanford une médecine hors norme, où il apprendra à ausculter les patients en assommant simplement de petits coups secs sur le corps, pour en obtenir des résonances qui, selon ses dires, devaient refléter l'état de santé du sujet. C'est un peu ce que vous voyez là. Il assonne des petits coups pour obtenir la résonance. Et d'après le type de résonance, il savait de quelle maladie était atteinte la personne.
Lors d'une expérience, Abrams demandera à l'un de ses sujets, Ivor, de monter sur une estrade hein, et de se mettre torse nu face à l'ouest. Il tapotera légèrement le jeune homme au-dessus du nombril hein, et demandera à ses élèves d'enregistrer la sonorité. Par la suite, et pour mieux argumenter sa théorie, il chargera un médecin de prélever un tissu cancéreux et de le fixer sur le front d'Ivor et de le retirer avant de le refixer. Pendant cette opération, Abrams continuait de tapoter l'abdomen d'Ivor. Comme le médecin qui avait prélevé le tissu cancéreux fixé sur le front d'Ivor, le retirait, le replaçait, le retirait, et la note, lorsque Abrams tapotait l'abdomen, la note passait d'une sonorité claire à un son mat. Chaque fois que l'échantillon cancéreux était fixé sur le front d'Ivor, le son devenait mat. Et lorsque l'échantillon était retiré, le son devenait plus clair. Donc là, Albert Abrams avait compris que la sonorité donnait un autre son lorsque le tissu cancéreux était collé au front d'Ivor. Un constat qui fera dire à M. Abrams que certaines ondes inconnues émises par des tissus malades pourraient être absorbées et enregistrées par des corps humains sains. Oui, c'est ce qu'on vient de voir dans cette expérience, puisque lorsque le médecin a mis le tissu cancéreux sur le front de la personne saine, la sonorité avait changé. Une série de réactions électroniques produites par le cancer, hein, la tuberculose, la malaria et streptocoque, hein, se répercuteraient en fait et s'enregistreraient sur différentes régions du torse d'une personne en bonne santé comme Ivor. C'est-à-dire à chaque fois que vous mettez un tissu cancéreux, tuberculeux ou d'autres maladies, la sonorité se modifie. Le résultat de toutes ces expériences inciteront Albert Abrams à fabriquer un appareillage électronique qu'il baptisera le réflexophone. Celui-ci, qui pouvait émettre des sons de tonalités différentes, était capable d'interpréter les ondes produites par les tissus malades. Et ainsi, plusieurs maladies seront détectées par une simple lecture sur un cadran. Et avec cet instrument, on pouvait diagnostiquer une maladie par l'examen d'une seule goutte de sang, hein, ce qui devenait invraisemblable pour l'époque. Hein. Et pour confirmer ces dires, Albert Abrams effectuera une expérience assez particulière. Hein. Devant une quarantaine de ses élèves, futurs médecins, il essaiera de démontrer la réaction que déclencherait le sang d'une personne atteinte de malaria. Messieurs, leur dit-il, si vous étiez en présence d'une personne atteinte de paludisme, par exemple, il leur pose la question, vous lui donnerez tous comme remède de la quinine. Et pourquoi cela? Devant le mutisme général, Albert Abrams décidera de placer quelques grains de sulfate de quinine là où le sang s'était trouvé dans l'appareil. Il obtiendra une sonorité correspondant à celle de la malaria. Jusque-là, rien d'étrange. Par la suite, il décidera de placer le sang affecté par le paludisme dans le récipient avec un grain de quinine enveloppé dans de la soie. Cette fois, la sonorité qui avait donné le ton mat de la malaria produira une tonalité beaucoup plus claire. Les radiations émises par la quinine auraient en fait annulé celles qui provenaient du sang atteint de paludisme. Et un émetteur d'ondes pourrait en fait annihiler les radiations émises par toutes sortes de maladies. Abrams, fort de ce constat, finira par fabriquer un appareillage qu'il appellera l'oscilloclaste, hein, avec l'aide d'un ingénieur électronicien, Samuel O. Hoffman. Hein. Cet appareil émettait des ondes spécifiques capables de guérir les maladies humaines. Hein. Il annulait en fait les radiations émises par les différentes infections. Et dès 1919, Abrams en enseignait l'usage à des médecins qui s'émerveillaient devant une telle technologie miraculeuse. Mais bon, comme vous le savez, cette technologie ne va pas aller très très loin, hein, puisque le corps de la médecine officielle, tout comme les laboratoires pharmaceutiques, surtout l'industrie pharmaceutique, va mettre un terme à cette technologie. Hein. Eux préférant vendre des médicaments à base d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, toutes ces machines, que ce soit celles d'Antoine Prioré, de Georges Lakowski ou d'Albert Abrams,
menace le corps médical. C'est-à-dire si on commence à travailler sur ce genre de machine, eh ben, les médecins se disent que les gens n'auront même plus besoin de médecins dans le monde, puisque ces appareils guérissent toutes les maladies. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que les médecins, on en aura toujours besoin, parce que dans des conflits, vous avez des blessures par balle, il faut guérir ces gens, retirer la balle, recicatriser. C'est pareil pour des accidents de voiture. Il faut soigner des gens, il faut comment dire, soigner leurs cicatrices, donc les médecins ne disparaîtront pas comme ça, hein. Ces machines permettent de soigner certaines maladies dites incurables, telles que le cancer, la tuberculose, le paludisme, voilà des maladies vraiment incurables. Et en aucune manière ces appareils ne peuvent retirer une balle d'un corps, encore moins permettre de cicatriser une plaie béante, parce que les médecins sont encore obligés de recoudre la peau pour permettre à la peau de se cicatriser. Bien entendu, dans le futur, vous avez des lasers qui vont permettre de faire ce travail, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Vous avez dans certains laboratoires secrets, on travaille déjà sur des lasers qui permettent de cicatriser. C'est pareil, comme si vous prenez l'exemple des chambres de bronzage. Dans le futur, on va permettre de cicatriser des plaies grâce à l'emploi de lasers et de champs magnétiques couplés, hein. Par exemple, si vous vous coupez avec un couteau, grâce à un petit appareil qui va émettre un faisceau lumineux qui sera couplé à un champ magnétique, ça va vous cicatriser la plaie. Mais ça, on n'en est pas encore arrivé à ce stade, hein. Il faudra attendre quelques années encore. Déjà que ces machines datent des années 20, vous vous rendez compte, hein, elles datent des années 20. À l'époque, comment dire, l'électronique n'était qu'assez balbutiement, hein. On marchait encore avec les tubes à diode, hein. Alors qu'aujourd'hui, vous imaginez ce qu'on pourrait obtenir avec la technologie actuelle, du moins surtout l'électronique. Parce que tout est miniaturisé à notre époque, hein. Donc les appareils seraient vraiment très très petits de taille, hein. Et avec ces appareils, on pourrait guérir je ne sais pas combien de maladies. Par exemple, le paludisme, on nous parle du paludisme, la science n'a pas encore trouvé de remède. Si, depuis une centaine d'années, les remèdes, ils existent, hein. Vous aviez déjà le plasma marin de René Caton, hein, le silicium organique de Loïc Loribaud, hein. Vous avez le bol d'air de Jacquier. Vous avez aussi les appareils dont je viens de parler, l'oscillateur multironde de Georges Lakowski, l'appareil d'Antoine Prioré et l'oscilloclaste d'Albert Abrams. Je tiens à préciser aussi, Albert Abrams a mis au point une nouvelle technologie dite radionique, hein. C'est une technologie qui permet, entre autres, c'est-à-dire elle a été utilisée par des agriculteurs qui se sont servis de cette technologie élaborée par Albert Abrams pour comment dire, nettoyer des terrains agricoles de parasites. Ils ont repris des appareils de radionique qui avaient été inventés par Albert Abrams. Ils ont pris des photos de champs qui étaient contaminés par des parasites. Et ils ont pris ces photos qu'ils ont mis sur l'appareil. Ensuite, ils ont enduit la photo d'une substance qui est censée détruire le parasite du champ. Donc, lorsqu'ils ont mis la photo et la substance, ils ont mis en route le système, l'appareil radionique. Et ensuite, ils ont attendu quelques temps. Et cet appareil radionique, c'est incroyable, mais ce qui s'est passé, c'est que le terrain, hein, qui était dans la photo a été débarrassé de tous les parasites. C'est-à-dire cet appareil de radionique, sans utiliser d'engrais, grâce à cet appareil de radionique, on a réussi à débarrasser un champ de ces parasites. Vous vous rendez compte, hein? Mais bon, le problème, c'est que on peut nettoyer un champ de ces parasites comme on peut détruire un champ. C'est pour cette même raison que je pense que cette technologie n'est pas vraiment est un peu censurée, hein, parce que on peut s'en servir pour faire le mal.
Les appareils de radionique, vous pouvez vous en servir pour guérir des gens à distance, mais vous pouvez très bien vous en servir pour faire du mal à une personne à distance. La radionique, c'est un peu l'équivalent de l'envoûtement fait par les sorciers. Vous savez, les sorciers se servent de photos, d'objets qui appartiennent à une personne. Ils cherchent surtout les vibrations de cette personne. Ensuite, à travers ces vibrations, ils jettent un envoûtement. Voilà, les envoûtements, c'est pareil. Hein, c'est très, chacun fait son envoûtement. L'envoûtement, une fois projeté sur la photo de la personne, touchera automatiquement, ciblera automatiquement la personne, même si elle se trouve à 10, 20, 2000 km. C'est une énergie invisible qui circule entre la photo, surtout vibratoire. Et dans le phénomène de la radionique inventé par Albert Abrams, c'est le même principe. Donc vous pouvez soigner tout comme vous pouvez blesser mortellement, du moins, oui, affaiblir une personne. Hein. Donc je pense que c'est un peu aussi à cause de ça que ce genre de machine n'a pas été développé, bien qu'aux États-Unis, certains agriculteurs s'en servent. Hein. Comme ils ne veulent pas utiliser d'insecticides et tout ça pour détruire les parasites, ils préfèrent se servir de ces machines. C'est beaucoup plus pratique, ça ne détruit pas la terre et ça ne détruit pas surtout les nappes phréatiques. Bon, je pense que dans le futur, on s'orienterait vers cette nouvelle agriculture hein, qui se débarrassera progressivement de tous ces insecticides, hein, puisque aujourd'hui, on commence à travailler sur ce genre de technologie radionique. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.